La maison de la terreur. Dans les années 1970, une découverte effrayante fut faite, ce que la maison de la terreur du carnaval présentait comme un accessoire inquiétant n'était en réalité qu'un véritable cadavre humain. Selon l'histoire, le mannequin avait été suspendu en décoration pendant des années avec des milliers de personnes passant devant, prenant des photos et même le touchant sans se rendre compte qu'elles interagissaient avec de véritables restes humains. Les employés du carnaval repositionnaient et repeignaient régulièrement la décoration, croyant qu'il s'agissait simplement d'un autre accessoire effrayant. Il était également connu que les enfants étaient surpris par son réalisme, sans savoir qu'ils voyaient en fait un véritable cadavre. La vérité derrière cette légende remonte à l'histoire d'Helmé Mckurdy, un braqueur de train raté tué lors d'une fusillade avec la police en 1911. Après sa mort, personne ne réclama son corps, alors un directeur de funérailles l'embauma avec de l'arsenic et l'exposa aux clients payants. Le corps fut ensuite vendu à divers carnavals et maisons hantées itinérantes. Les restes momifiés de Mckurdy finirent par se retrouver au parc d'attractions New Pike à Long Beach, en Californie. En décembre 1976, lors du tournage de Asterisk The $6 million Man Asterisk, un membre de l'équipe déplaça le mannequin, ce qui fit casser son bras, révélant un os humain. Les médecins légistes confirmèrent qu'il s'agissait bien d'un vrai corps humain. Les investigations révélèrent que le corps avait été peint plusieurs fois avec de la peinture phosphorescente et utilisé comme décor au fil des années. Le cadavre de Mckurdy avait traversé l'Amérique pendant 65 ans en tant qu'attraction de carnaval avant d'être découvert. Il fut finalement enterré au cimetière Summit View en Oklahoma en 1977. Le Buniment. En Virginie, dans le comté de Fairfax, se trouve le Colqueste Overpass, aussi connu sous le nom de Buniment Bridge. Selon la légende, un transfert de patients d'un asile avait eu lieu lorsqu'un bus se cracha, et tous les patients, à l'exception d'un, furent rapidement repris. Peu après, des cadavres de lapins commencèrent à apparaître dans la région, beaucoup suspendus au pont de la station de Fairfax. Le premier témoignage documenté de la rencontre avec le Buniment date du 19 octobre 1970, lorsqu'un cadet de l'Académie de l'Air Force des États-Unis, Bob Bennett, et sa fiancée virent une silhouette vêtue d'un costume de lapin, avec de longues oreilles. L'homme s'approcha de leur voiture et leur cria de partir avant de lancer une hache qui brisa la vitre du côté passager. Cependant, la fiancée de Bennett ne partageait pas cette version et affirma que l'homme ne portait pas de costume de lapin, mais plutôt un chapeau pointu. 10 jours plus tard, le 29 octobre 1970, un agent de sécurité du chantier, Paul Phillips, décrivit un incident similaire. Il aperçut un homme en costume de lapin sur le porche d'une maison en construction à Kings Park West, brandissant une hache et frappant le porche, tout en hurlant contre les intrus. Lorsqu'il aperçut Phillips, l'homme le menaça de lui couper la tête s'il s'approchait davantage. Paul prit alors la fuite. Après ces événements, environ 50 personnes déclarèrent avoir vu le Buniment et les deux cas furent sérieusement investigués par les forces de l'ordre locales. Bien que les rapports restent archivés dans les dossiers du comté de Fairfax, aucune arrestation n'a été effectuée. L'influence de l'histoire du Buniment perdure, et le Colqueste Overpass est resté intact depuis lors. L'homme vert, aussi connu sous le nom de Charlie No Face, était un homme nommé Raymond Robinson qui se promenait la nuit sur les routes désertes du comté de Beaver, en Pennsylvanie. Le visage de l'homme vert était défiguré à la suite d'un tragique accident en 1919. Alors qu'il n'avait que 8 ans, Raymond Robinson se blessa gravement en tentant d'examiner un nid d'oiseau sur le pont Morado près de Beaver Falls. En grimpant sur le pont, il toucha une ligne électrique transportant 22 000 volts. L'accident fut relaté dans les journaux locaux, qui rapportèrent que Raymond avait été gravement défiguré, perdant ses yeux, son nez et son bras droit. Ce qui transforma Robinson d'une victime d'accident tragique en une légende vivante. Ce fut son habitude de faire de longues promenades nocturnes le long de la route 351 entre Coppell et New Galilee. Incapable de travailler à cause de ses blessures, Robinson passait ses journées à fabriquer des portefeuilles et des ceintures en cuir chez lui. La nuit, il se promenait seul sur cette route isolée, afin de ne pas effrayer les autres. Cependant, son choix de marcher la nuit en fit une expérience effrayante pour les résidents du comté de Beaver qui circulaient sur la route 351. Ils apercevaient fréquemment Robinson marchant le long de la route, son visage blessé apparaissant parfois comme s'il brillait d'une lueur verte sous les phares de leur voiture, d'où son surnom de Green Man. Ce qui rend l'histoire de Robinson particulièrement fascinante, c'est la manière dont elle a évolué, passant de faits documentés à folklore régional. Bien que beaucoup de ceux qui l'aperçurent la nuit aient été effrayés, ceux qui prenaient le temps de lui parler découvrirent un homme sympathique et discret. Ils l'ont trouvé amical et intelligent. Il s'arrêtait souvent pour discuter avec des adolescents curieux qui le cherchaient, et certains habitants lui offraient des cigarettes ou de la bière, des interactions confirmées par plusieurs témoignages. Robinson poursuivit ses promenades nocturnes jusqu'à sa mort en 1985. Le cadavre sous le matelas. Des légendes urbaines sur des cadavres sous des matelas existent depuis toujours, mais ce qui rend cette légende particulièrement terrifiante, c'est non seulement sa nature macabre, mais aussi le fait qu'elle se soit avérée vraie à plusieurs reprises, à travers différentes décennies et dans divers endroits. Le cas le plus notoire et vérifié eut lieu en 1999 au Ocean View Motel d'Atlantic City, dans le New Jersey.
Des clients se plaignaient depuis plusieurs jours d'une odeur nauséabonde dans la chambre 112. L'odeur fut d'abord attribuée à tout, d'un rat mort à un système de drainage bouché. Plusieurs clients allèrent et vinrent de la chambre, chacun se plaignant de l'odeur, dormant sans le savoir au-dessus d'un cadavre. Lorsque le personnel de nettoyage enquêta plus à fond, ils découvrirent le corps en décomposition de Saul Hernandez, soigneusement dissimulé dans le sommier du lit. La vérification de cette légende urbaine conduisit à des changements dans les protocoles des hôtels à travers le pays. De nombreux établissements exigent désormais des inspections plus minutieuses des chambres, y compris la vérification sous les matelas et dans les sommiers. Certains hôtels ont même adopté des lits sur plateforme ou des unités de matelas scellés pour éviter qu'ils ne servent de cachette. Les gens dans les murs. L'idée que quelqu'un puisse observer secrètement depuis l'intérieur des murs occupe une place importante dans de nombreuses légendes urbaines. Et, comme il s'avère, cette histoire d'horreur particulière a une base dans la réalité documentée, ce qui la rend d'autant plus perturbante. Un cas qui ressemble à la légende s'est produit en 1986 à Pepperell, dans le Massachusetts, où un homme nommé Daniel Leplan fut découvert vivant secrètement dans les murs de la maison d'une famille pendant une longue période. Leplan, un criminel condamné, avait accès à la maison par un petit espace de crawl et y vivait, sortant lorsque la famille était absente pour manger leurs aliments, déplacer leurs affaires et même les espionner à travers des trous qu'il avait percés. Un cas similaire se produisit en 2008 au Japon, lorsqu'une femme sans abri fut trouvée vivant dans le placard d'un homme pendant plus d'1 an. Elle était entrée discrètement par une petite fissure dans le placard et était restée cachée, ne sortant que lorsque le propriétaire de la maison était absent. Le Loyant. La légende urbaine du Loyant a été largement couverte par les médias suisses, en particulier par le journal Lima 10 en 2013. Contrairement à de nombreuses figures folkloriques, ce mystérieux personnage fut photographié à plusieurs reprises avec des témoignages vérifiables d'habitants locaux sur une période de plus de 10 ans dans la région d'Emal en Suisse. Le Loyant fut documenté pour la première fois autour de 2003, lorsque les habitants commencèrent à signaler la présence d'une silhouette grande et étrange dans les bois. Ce qui distingua ces observations des légendes urbaines classiques, c'est leur cohérence. La personne portait toujours la même tenue, un masque à gaz militaire vintage et un manteau épais de camouflage. Un photographe local parvint à prendre une photo du Loyant, marquant un tournant important dans la documentation de sa présence. Cette photo, publiée dans des journaux suisses, montrait exactement ce que les témoins avaient décrit, une personne en uniforme militaire, voyageant seule à travers les sentiers forestiers. La preuve la plus concrète arriva en septembre 2013, lorsque l'intégralité du costume de Loyant fut délibérément laissée dans les bois. La note trouvée, et publiée en partie par les médias suisses, mentionnait l'attention accrue qu'il avait reçue, et la police locale confirma la découverte des artefacts, faisant de cette histoire l'une des rares à être soutenue par des preuves physiques et des documents officiels. Cropsey. La légende de Cropsey parlait d'un individu dérangé qui errait dans les terrains de l'institution mentale Willowbrook de Staten Island après la tombée de la nuit dans les années 1970 et 1980. Cropsey était attribué à de nombreuses disparitions d'enfants dans la région. Selon les légendes, Cropsey était souvent décrit comme un patient échappé de l'asile, portant généralement une hache ensanglantée ou un crochet à la place de la main. En réalité, Cropsey se révéla être André Rand, un ancien employé de Willowbrook devenu l'un des criminels les plus notoires de Staten Island. Rand avait travaillé à l'institution durant sa période la plus infâme, une époque où les patients étaient soumis à des négligences et des abus extrêmes. Après la fermeture de l'institution, il continua de hanter les environs, devenant la réalité incarnée de la légende de Cropsey. Rand fut reconnu coupable de l'enlèvement de plusieurs jeunes filles, avec des soupçons d'implication dans de nombreuses disparitions. Ces crimes réels correspondaient presque parfaitement à la légende urbaine, ciblant de jeunes femmes vulnérables et opérant autour des terrains de l'institution. La première disparition confirmée attribuée à Rand fut celle de Jennifer Schweiger en 1987. Une jeune fille de 12 ans atteinte du syndrome de Down, exactement le type de victime vulnérable décrit dans la légende de Cropsey. Rand aurait eu au total 5 victimes notables et en 1988, il fut condamné à 25 ans de prison. La dame toxique, selon la légende, était une mystérieuse femme arrivée dans un hôpital californien dans les années 1990. Lorsque le personnel médical préleva son sang, des émanations toxiques provoquèrent l'effondrement de plusieurs travailleurs. Au fil du temps, l'histoire devint de plus en plus dramatique. Certaines versions affirmaient que son corps fondait à travers les sols et que sa présence provoquait des dysfonctionnements. D'équipes de désinfection en quarantaine dans les ailes de l'hôpital et du personnel tombant malade simplement en étant près de la femme. La peau huileuse, du sang hautement acide et des étranges odeurs qui provoquaient une perte de conscience. L'histoire se termine généralement par sa mort et son corps scellé dans un conteneur spécial. La vérité derrière cette légende est le cas de Gloria Ramirez en 1994. Elle arriva à l'hôpital général de Riverside souffrant d'un cancer du col de l'utérus avancé et de problèmes cardiaques. Le personnel médical remarqua une brillance huileuse sur sa peau et après avoir prélevé son sang qui avait une odeur d'ammoniac, les travailleurs de l'hôpital commencèrent à ressentir des nausées, des problèmes respiratoires et des spasmes musculaires. 23 personnes tombèrent malades, 5 durent être hospitalisées et un travailleur nécessita une intubation. La salle d'urgence fut évacuée
et décontaminé. Ramirez mourut d'une insuffisance rénale peu après son arrivée. Les scientifiques pensent que cela s'est produit parce que Ramirez utilisait du DMSO-diméthylsulfoxide pour soulager la douleur. Son insuffisance organique aurait pu le convertir en DMSO2 puis un composé toxique qui a provoqué les symptômes du personnel. Bien que dépourvu d'éléments surnaturels comme la fonte des sols, les événements réels étaient suffisamment étranges pour inspirer de nombreuses légendes urbaines.